Les marins appelaient ce système « espère et pris ». Après le rugissement assourdissant des grenades sous-marines, son sifflement discret semblait une pitoyable moquerie. Un tir manqué ne signifiait pas un vacarme, mais un silence humiliant, un silence de mort. Mais il ne savait pas encore que ce silence allait devenir le son le plus terrifiant pour les sous-mariniers allemands. Un son qui ne précédait pas un échec, mais une exécution de sang-froid, impitoyable. C'est l'histoire d'une arme née du désespoir, qui a appris aux marins à tuer en silence. Nous allons vous montrer comment les échecs, la fureur et des tactiques de génie ont transformé un objet de dérision en un instrument chirurgical qui a permis à un seul destroyer de détruire 6 sous-marins, seuls en seulement 12 jours. Mai 1943. Ce mois est entré à jamais dans les annales de la Kriegsmarine sous un seul nom, le Mai noir. Ce ne fut pas une simple série de défaites, ce fut un effondrement. La colonne vertébrale de la flotte sous-marine allemande, qui avait terrorisé l'Atlantique pendant 3 ans et demi, était brisée. Brisée rapidement, brutalement et définitivement. La victoire n'a pas été le fruit d'un seul facteur, mais d'une tempête parfaite, une convergence de 3 percées technologiques et tactiques en un même point de l'espace et du temps. Le premier cavalier de l'Apocalypse pour les meutes de loups fut le radar centimétrique. Installé sur les avions et les navires, il voyait ce que personne n'avait vu auparavant. Il pouvait détecter jusqu'au minuscule kiosque d'un sous-marin en surface, de nuit. Dans le brouillard, en pleine tempête, les détecteurs de radar allemands, réglés sur les anciennes ondes métriques, restaient silencieux. Les sous-mariniers faisaient surface, confiants en leur sécurité, et quelques minutes plus tard, un bombardier Liberator piquait sur eux depuis les nuages. Le deuxième cavalier fut l'aviation à long rayon d'action. Les Alliés avaient enfin refermé le trou noir, cette zone au milieu de l'Atlantique que leurs avions ne pouvaient pas atteindre auparavant. Désormais, le ciel au-dessus des convois était patrouillé 24 heures sur 24. Les U-boats ne pouvaient plus opérer en surface en toute impunité, même de jour. L'océan était devenu transparent de la surface jusqu'au fond. Mais c'est le troisième cavalier qui porta le coup de grâce. C'était le Hedgehog, et pas n'importe lequel. Sa nouvelle version améliorée, le Mark 11. Les ingénieurs l'avaient équipé d'une stabilisation gyroscopique. Désormais, le roulis du navire n'affectait plus la précision. Au milieu d'une tempête rugissante, alors que le pont tanguait violemment, le lanceur restait immobile par rapport à l'horizon. La précision avait été démultipliée. Le temps de l'espoir et la prière était révolu. Place au calcul froid. Imaginez le quartier général de l'amiral Dönitz à Berlin. Une immense carte de l'Atlantique. Chaque jour, des aides de camp au visage sombre s'en approchent et retirent des fanions. 1, 2, 5. Au cours des 3 premières semaines de mai, la Kriegsmarine a perdu 34 sous-marins, un tiers de toute la flotte active dans l'Atlantique. Les meilleurs équipages, les commandants expérimentés, les as, tous ont été perdus. C'était un massacre. Les rapports qui arrivaient sur le bureau de Dönitz dépeignaient un tableau effroyable. U-210, attaqué par le destroyer HMS Fame, salve du Hedgehog, une explosion, détruit. U-95, détecté par le sloop HMS Starling du capitaine Walker, tactique de l'approche furtive, salve du Hedgehog, détruit. U-752, acculé par la frégate HMS Tay, salve du Hedgehog, détruit. Le nom de cette arme revenait sans cesse dans les rapports, comme un glas funèbre. Les sous-mariniers allemands, habitués à être les chasseurs, réalisèrent soudain qu'ils étaient devenus des proies. L'océan grouillait de groupes de chasse ennemis. Le ciel au-dessus de leur tête vrombissait constamment des moteurs d'avion. Les attaques étaient devenues soudaines, précises et absolument mortelles. Le 24 mai, Karl Dönitz, l'homme qui avait promis de mettre la Grande-Bretagne à genoux, fut contraint d'admettre sa défaite. Il donna un ordre qui aurait semblé impensable un mois plus tôt. Cesser temporairement les opérations dans l'Atlantique Nord. Retirer les meutes de loups survivantes vers des eaux plus sûres. Ce jour-là, la bataille de l'Atlantique était gagnée. Sur les passerelles des navires alliés, il n'y avait pas d'euphorie. Seulement une fatigue sombre et une prise de conscience silencieuse. Nous l'avons fait. Nous leur avons brisé la colonne vertébrale. Ils fuient.
La voie vers l'Europe est désormais ouverte pour nos armées, pour les millions de soldats et les tonnes de matériel qui décideront de l'issue de la guerre. Nous ne sommes plus des victimes. Désormais, nous sommes les maîtres de cet océan. Et l'Atlantique, qui était leur champ de bataille, est devenu un cimetière pour les sous-mariniers allemands. L'arme la plus redoutable du Hedgehog n'était pas les 16 kilos d'explosifs dans chaque projectile, ni même sa précision. L'arme la plus redoutable était le silence qu'il engendrait. Ce silence n'attaquait pas la coque robuste du sous-marin, mais l'esprit de son équipage. Il menait sa propre guerre, une guerre des nerfs. Pour comprendre cette horreur, il faut se retrouver à l'intérieur d'un sous-marin allemand pendant une attaque, année 1944. L'U-552 gît à 100 mètres de profondeur. Dans les compartiments, ça sent le diesel, les corps mal lavés et la peur. Une faible lumière de secours est allumée. Le seul lien avec le monde extérieur est l'opérateur sonar. Un jeune homme nommé Kurt, qui s'agrippe à son casque avec une telle force que les jointures de ses doigts en sont devenues blanches. Il les entend. Ping, ping. Le destroyer est quelque part, au-dessus. Il rôde, comme un requin. Avant, à l'époque des grenades sous-marines, tout était clair. Une fois que le destroyer était passé au-dessus d'eux, l'enfer commençait. Une série d'explosions assourdissantes qui secouaient le sous-marin, éteignaient les lumières, projetaient les hommes contre les cloisons. C'était terrifiant, mais cela donnait des informations. D'après la puissance des explosions, le commandant pouvait déterminer à quelle distance se trouvait l'ennemi, où il devait manœuvrer. Le vacarme était la carte de la bataille. Mais maintenant, tout avait changé. Kurt entend soudain un bref sifflement, à peine perceptible. Et puis, plus rien. Le silence. Il regarde son commandant, le capitaine-lieutenant Erich Topp. Le commandant le regarde. Tout l'équipage, 20, 30, 40 hommes, figés dans leur compartiment, sont devenus tout ouïs. Leurs regards sont fixés sur les cloisons, sur le plafond, comme s'ils essayaient de voir à travers l'acier ce qui se passe à l'extérieur. Une seconde passe, 2, 5, silence, 10, silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ont-ils manqué leur cible? Sommes-nous tirés d'affaire? Ou est-ce que les projectiles sont déjà en train de fondre sur nous? Peut-être que dans un instant, nous entendrons cette unique, cette dernière explosion. Ce silence dure des minutes qui semblent des éternités. Le cœur martèle la poitrine comme un marteau-piqueur. Chaque grincement de la coque, chaque bruissement semble annoncer la mort. L'incertitude rend fou. À bord du destroyer allié, l'opérateur sonar rapporte calmement à son capitaine « Encore manqué, monsieur ». Le capitaine hoche la tête. « Bien, rechargez, on recommence ». Pas la moindre trace de doute dans sa voix. Il sait que le temps joue pour lui. Laissons-les s'énerver, là-dessous. Qu'ils restent assis dans leur boîte de conserve en acier et qu'ils réfléchissent à ce qui les attend. Ils n'ont pas une seconde de répit. Ils savent que nous sommes là. Nous n'allons nulle part. Nous allons simplement recommencer, encore et encore. Pour Kurt et ses camarades, c'était une torture raffinée. Avant, les explosions étaient la fureur de l'ennemi. Maintenant, le silence était son mépris. Il leur disait « Vous ne valez même pas la peine que je gaspille mes explosifs sur vous. Nous vous tuerons d'un seul coup précis, quand nous le déciderons. » Les vétérans sous-mariniers qui ont survécu à ce massacre ont raconté plus tard que le vacarme des grenades sous-marines endurcissait, mais le silence du Hedgehog, lui, brisait. Il détruisait le moral de l'intérieur. Il transformait des chasseurs audacieux en bêtes traquées, accroupies dans un terrier sombre, attendant qu'on y enfonce un bâton mortel et impitoyable. Cette psychologie du silence fut le dernier clou planté dans le cercueil de la flotte sous-marine allemande. Ils n'ont pas perdu la guerre lorsque leurs submersibles ont commencé à couler par dizaines, mais lorsque le silence est devenu pour eux plus terrifiant que n'importe quelle explosion. Au printemps 1944, la guerre s'était déplacée à l'autre bout du monde, l'océan Pacifique. Ici, l'adversaire n'était pas les meutes de loups allemandes, mais les équipages tenaces et fanatiques des sous-marins japonais. Et c'est ici, dans les immensités bleues, que l'histoire du hérisson atteignit son apogée. Elle devint une légende. Le nom de cette légende, le Destroyer d'escorte England. C'était un navire sans rien de particulier.
l'une des centaines de ces bêtes de somme sorties des chantiers navals américains. L'équipage, d'anciens fermiers, mécaniciens, étudiants que la guerre avait transformés en marins. Mais ils avaient quelque chose de plus. Ils avaient l'expérience, une cohésion parfaite et une foi absolue en leurs armes. Ils avaient transformé la chasse aux sous-marins d'un art en une science. Mai 1944. Le England reçoit l'ordre de rejoindre un groupe de recherche. Les renseignements ont signalé le déploiement par les Japonais d'une ligne de sous-marins sentinelles sur la route de la flotte américaine. La mission, nettoyer la zone. Le 19 mai, le radar de l'England capte un faible contact. Quelques minutes plus tard, l'opérateur sonar confirme « sous-marin ». La chasse commence, mais elle n'a pas la fureur et le désespoir des premières années de la guerre. Pas d'attaque chaotique. Tout se déroule avec une précision froide et méthodique. Sur la passerelle de l'England règne une atmosphère presque académique. Le commandant, le lieutenant-commander Walton Pendleton, donne des ordres courts et clairs. L'opérateur sonar, penché sur son instrument, dicte d'une voix monotone les chiffres du relèvement et de la distance. L'équipe du Hérisson sur la proue agit comme un seul mécanisme. Pas un mouvement superflu. Aucune panique. Contact. On approche. Salve. Un sifflement bref. Un court instant de silence. Puis une explosion sourde, caverneuse, venue des profondeurs. L'opérateur sonar lève la tête. Touché. Cible détruite. Le commandant hoche la tête. Bien. Au suivant. C'était le sous-marin japonais In-16, le premier. Mais ce n'était que le début. 3 jours plus tard, le 22 mai, le England traque et coule le sous-marin RO 106. Le lendemain, 23 mai, le RO 134. Le surlendemain, 24 mai, le RO 116. Le 26 mai, après un court répit, le RO 108. La chasse était devenue une routine macabre, mortelle, mais une routine. Pour l'équipage de l'England, ils n'étaient plus les fantômes insaisissables des profondeurs. Ils n'étaient plus que des cibles sur une carte, des points sur l'écran du sonar, l'un après l'autre. Ils avaient transformé la guerre en une équation qui avait toujours la même solution. L'apothéose eut lieu le 31 mai. Le England détecta sa 6e victime en 12 jours, le sous-marin RO 105. Après la toute première salve du Hérisson, une puissante explosion retentit des profondeurs et faillit projeter le destroyer dans les airs. Le sous-marin japonais, qui transportait probablement des torpilles, avait détonné avec une force monstrueuse. 6 sous-marins, en 12 jours. Un seul navire. C'était un record absolu et éternel de la guerre anti-sous-marine qui ne serait jamais battu. La nouvelle de cet exploit fit le tour de la flotte américaine. L'England, de simple destroyer, devint le dieu de l'extermination, le symbole d'une supériorité totale et inconditionnelle. À l'état-major de la flotte impériale japonaise, c'était la consternation. 6 des meilleurs sous-marins, toute une ligne défensive, anéantis en 2 semaines, par un seul navire. C'était impossible. Cela défiait toutes les lois de la guerre. Les amiraux ne comprenaient pas contre qui ils se battaient, à quelle arme ils étaient confrontés. Ils ne savaient pas qu'ils ne se battaient pas simplement contre un navire. Ils se battaient contre un système parfait, porté à l'absolu. Ils se battaient contre une maîtrise froide et méthodique qui avait transformé leurs sous-mariniers d'élite en cibles impuissantes. Les Alliés avaient créé le tueur de sous-marins parfait, et son nom était l'England. La guerre n'est pas seulement un affrontement d'armées, c'est un affrontement de volonté. Et à la fin de l'année 1944, la volonté des forces sous-marines d'élite de l'Axe était brisée. Elles étaient confrontées à quelque chose de plus qu'une simple nouvelle technologie. Elles voyaient dans les actions des Alliés une extermination méthodique, froide et, comme l'écrivit un officier prisonnier, fanatiquement calme. Leur morale, forgée par des années de triomphe, s'est réduite en poussière. Nous ne savons pas cela par les rapports alliés. Nous le savons par les dernières lettres désespérées que les officiers allemands et japonais écrivaient à leurs familles, par les journaux intimes retrouvés sur les sous-marins coulés, par les procès-verbaux d'interrogatoire des rares survivants.
L'Oberleutnant zur See, Klaus Schneider, commandant du sous-marin U-740, écrit à sa femme Martha depuis le port occupé de La Rochelle. C'est sa dernière lettre. Il ne décrit pas les combats, il ne se vante pas de victoire, car il n'y en a plus. Il écrit sur son état intérieur, sur l'effondrement de sa foi. Martha, écrit-il, ici, dans le golfe de Gascogne, j'ai compris que nous ne pourrons pas vaincre ce pays. Et je ne parle pas de l'Amérique ou de la Grande-Bretagne. Je parle du système qu'ils ont créé. On peut tuer un soldat dans un combat loyal, mais comment tuer un système qui vous traque avec une telle cruauté et une telle efficacité? Notre bravoure, notre savoir-faire, auquel nous avons consacré toute notre vie, se sont avérés impuissants face à leurs mathématiques. Il décrit comment son sous-marin a été pourchassé pendant des heures par un groupe de chasse, comment il ne lui laissait ni faire surface, ni recharger ses batteries, comment il entendait au-dessus de sa tête le ping calme et méthodique de leur sonar. Il écrit « Il n'était pas pressé, il jouait avec nous comme le chat avec la souris. Nous savions que nous allions mourir. La seule question était de savoir quand ils décideraient de frapper. Il n'y avait aucune fureur dans leurs actions, seulement un travail froid, presque sans âme. Et cela est plus effrayant que n'importe quelle haine. » 2 jours plus tard, le sous-marin de Klaus Schneider était coulé par une salve de hérissons tirée d'une frégate britannique. Il ne saura jamais que sa lettre ne parviendrait à sa femme qu'après la guerre. Ce calme fanatique, dont parlait Schneider, devint la principale arme psychologique des Alliés. Ils n'étaient plus des victimes se défendant désespérément contre des prédateurs. Ils étaient devenus les nettoyeurs de l'océan, détruisant la vermine avec sang-froid et méthode. Au sein du commandement allié, on le comprenait parfaitement. La victoire, ce n'est pas seulement des tonnes de navires ennemis coulés, c'est la volonté brisée de l'ennemi. Et ils en voyaient les signes partout. Les sous-mariniers allemands se rendèrent de plus en plus souvent. Les équipages japonais, connus pour leur mépris de la mort, commettaient des erreurs de navigation, s'exposant aux attaques. Les officiers sous-mariniers, l'élite de la flotte, les héros de la nation, partaient désormais au combat avec un sentiment de fatalité. Avant, ils étaient les chasseurs, les as, les maîtres des profondeurs. Maintenant, ils se sentaient comme du matériel sacrifiable dans une guerre que leur commandement avait déjà perdue. On les envoyait à une mort certaine. Et ils le savaient. Le hérisson et le système construit autour de lui n'ont pas seulement détruit des centaines de sous-marins. Ils ont détruit le mythe de leur invulnérabilité. Et quand la foi en la victoire meurt, la guerre se transforme en un massacre insensé. Mai 1945. Les canons se sont tus en Europe. Quelques mois plus tard, les canons se sont également tus dans le Pacifique. Le monde, blessé et dévasté, a poussé un soupir de soulagement. La guerre était gagnée. Mais à la guerre chaude a presque immédiatement succédé une autre, froide. Le rideau de fer est tombé sur le continent, divisant les Alliés d'hier en 2 camps hostiles. Et la menace sous-marine n'a pas disparu. Elle a simplement changé de pavillon. Au fond de l'Atlantique, dans les coques des sous-marins allemands coulés, gisaient les secrets de technologie que l'Union soviétique cherchait à obtenir. Les sous-marins de type 21 les plus récents, les schnorkels, les torpilles acoustiques, tout cela devint l'objet d'une étude approfondie par les ingénieurs soviétiques. Staline ordonna la création d'une flotte sous-marine surpuissante, capable de défier l'Ouest sur les voies de communication maritime. La course aux armements n'était pas terminée. Elle entrait dans une nouvelle phase. Et dans cette nouvelle réalité, le hérisson a trouvé une seconde vie. D'arme de la victoire, il est devenu une arme de dissuasion. Le bouclier du monde libre. Imaginez une parade navale dans l'un des pays du bloc de l'OTAN nouvellement créé. Les années 50. Des navires défilent devant les tribunes où se tiennent amiraux et politiciens, britanniques, français, hollandais, canadiens, américains. Les drapeaux sont différents, les langues de commandement aussi. Mais beaucoup d'entre eux arborent sur leur proue, comme un blason familial, la silhouette familière du hérisson. Ce n'est plus seulement une arme. C'est un symbole, le symbole d'une doctrine de défense commune, le symbole d'une supériorité technologique qui devait garantir la sécurité des routes maritimes contre la nouvelle menace venue de l'Est.
La présence de ce système éprouvé au combat à bord d'un navire devint un marqueur d'orientation géopolitique. Il disait sans mots: « Nous faisons partie du monde occidental. Nous sommes prêts à défendre nos valeurs communes. » Des dizaines de pays ont reçu des hérissons dans le cadre de programmes d'aide militaire. De la Corée du Sud au Brésil, de la Grèce à l'Australie. Pour les flottes des petits pays, ce système simple, fiable et relativement bon marché devint le seul moyen de contrer les sous-marins modernes. Il est resté en service pendant des décennies, survivant à ses créateurs. Et de l'autre côté du rideau de fer, les bureaux d'études soviétiques travaillaient d'arrache-pied. Après avoir étudié les modèles capturés et ceux fournis dans le cadre du programme pré-bail, ils ont reconnu le génie du concept britannique. Ils l'ont reconnu et ils ont répondu. C'est ainsi que sont apparus les lance-roquettes sous-marines soviétiques, les RBU. Eux aussi tiraient vers l'avant. Eux aussi couvraient une zone. Eux aussi étaient intégrés aux stations hydroacoustiques. L'Union soviétique fut contrainte de copier et de développer cette technologie. Elle ne pouvait pas permettre à l'Ouest de dominer sous les mers. Le hérisson avait définitivement changé les règles du jeu. Il avait prouvé que l'avenir de la guerre navale résidait dans des solutions intelligentes et systémiques. L'ère des cuirassés géants était révolue. L'ère d'une lutte sous-marine, silencieuse et intellectuelle avait commencé. Et le hérisson, né dans la fumée de la bataille de l'Atlantique, est devenu le premier mot de ce nouveau dialogue froid entre les deux superpuissances. Le matériel vieillit. Les idées sont immortelles. Aujourd'hui, les lanceurs hérissons qui ont survécu à la guerre ne sont rien de plus que des pièces de musée. Des reliques rouillées d'une autre époque que les touristes regardent avec curiosité. Il semble que leur temps soit révolu. Mais ce n'est qu'une illusion. L'enveloppe physique est morte, mais l'esprit du hérisson, son ADN révolutionnaire, vit dans chaque système anti-sous-marin moderne. Car le hérisson n'était pas simplement une arme. C'était un ensemble de principes géniaux qui ont changé à jamais les règles de la guerre sous-marine. Premier principe, frapper vers l'avant. Ne jamais perdre le contact avec la cible. Deuxième principe, la précision prime sur la puissance. Une seule incision précise au scalpel est plus efficace que 100 coups de massue. Troisième principe, l'intégration système. L'arme et le moyen de détection doivent ne faire qu'un, être le cerveau et la main d'un seul organisme. Ces idées, nées dans les cabinets enfumés de Londres, sont devenues un testament pour les futures générations d'ingénieurs. Les héritiers directs du hérisson furent les systèmes britanniques Squid et Limbo. Ils étaient plus grands, plus puissants et plus intelligents. Ils tiraient des projectiles de 300 kg, réglaient automatiquement la profondeur d'explosion et se rechargeaient sans intervention humaine. Mais à leur base reposait le même principe, une frappe vers l'avant basée sur les données du sonar. De l'autre côté du rideau de fer, les concepteurs soviétiques ont créé leur propre lance-roquettes, les fameux RBU. Leur apparence et leur calibre différaient, mais leur philosophie tactique était le reflet parfait de celle du hérisson. Et aujourd'hui, au 21e siècle, l'écho du hérisson résonne plus fort que jamais. Transportons-nous sur la passerelle d'une frégate anti-sous-marine moderne. Ici, pas d'odeur d'eau salée et de laine mouillée, mais celle de l'ozone émanant de l'électronique en marche, et le bourdonnement sourd et concentré des serveurs règne en maître. Le commandant ne regarde pas les vagues déchaînées à travers des jumelles, mais une carte tactique en 3 dimensions sur un écran immense. Les données du complexe hydroacoustique surpuissant, de l'antenne remorquée, du satellite, tout fusionne en une seule image de la bataille. L'opérateur sonar, descendant de ces gars qui tendaient l'oreille au grésillement dans leur casque, rapporte calmement. Cible classifiée, paramètres de mouvement transmis au système de conduite de tir. Le commandant appuie simplement sur un bouton de l'écran tactile. Le navire tressaille à peine. Du lanceur avant, laissant une traînée de feu, une grenade sous-marine réactive est lancée. Ce n'est plus un simple projectile maladroit. C'est un missile intelligent qui vole droit vers sa cible. Il s'autoguide dans la phase finale, corrigeant sa trajectoire. C'est un descendant direct de ce même hérisson, seulement plus rapide, plus intelligent et infiniment plus mortel. Mais son âme est la même. L'histoire du hérisson n'est pas celle du matériel.
C'est le drame du génie humain qui, né du désespoir, a su transformer l'océan, ce piège mortel, en champ de son triomphe. C'est l'histoire de la façon dont le silence est devenu l'arme la plus redoutable, et de la façon dont quelques idées simples et révolutionnaires, incarnées dans l'acier, ont changé à jamais le visage de la guerre navale. Nuit. Atlantique Nord, 1942. Sur la passerelle du destroyer Ontario, le capitaine de corvette James Evans écoute le pouls monotone de la guerre. Ping, ping, un signal bref et net. L'opérateur sonar rapporte. Contact, 200 yards, mon capitaine, il passe sous nous. À l'intérieur du sous-marin allemand U-96, le lieutenant de vaisseau Heinrich Lehmann-Willenbrock esquisse un sourire. Il entend le même son. Il entend les hélices du destroyer au-dessus de sa tête accélérer, se transformant en un vrombissement furieux. Ils ont mordu à l'hameçon. Ils les mènent droit vers une cible de choix, un pétrolier au cœur du convoi. Pour Evans, c'est l'heure de vérité. Des mois de patrouille, des quarts glaciales, les visages des marins remplis d'espoir et de peur. Tout se résume à ces quelques secondes. Il donne l'ordre. Larguer. Un cliquetis métallique. De lourdes charges basculent de la poupe. 1, 2, toute une série. Le navire est secoué lorsque quelques instants plus tard, des détonations sourdes et puissantes montent des profondeurs. L'eau à l'arrière du navire se met à bouillonner, formant de gigantesques colonnes blanches. Evans et son équipage, immobiles, scrutent l'eau noire, attendant un signe. Une nappe d'huile, des débris, n'importe quoi. Mais en réponse, seul le silence. Un silence de mort, humiliant, seulement troublé par le bruit des vagues. L'opérateur sonar secoue la tête. Contact perdu, mon capitaine, rien. Toutes les munitions ont été larguées pour rien, dans l'océan. Et à bord de l'U-96, l'équipage pousse un soupir de soulagement. Les explosions étaient lointaines. Ils n'ont senti qu'une légère vibration de la coque. Pour eux, c'est un son familier. La musique de leur triomphe. Le capitaine Lehmann-Willenbrock donne un nouvel ordre. Poste de combat torpille. 1 heure plus tard, sur la passerelle de l'Ontario, le radio arrache son casque. Son visage est un masque gris. Mon capitaine. Signal de détresse du pétrolier Amber Light. Torpillé. Il est en feu. Telle était l'essence de la bataille de l'Atlantique. L'impuissance. Les chasseurs étaient les proies. Les navires d'escorte se jetaient désespérément sur des ombres, larguant des tonnes d'explosifs à l'aveugle. Ils entendaient l'ennemi, mais au moment de l'attaque, ils devenaient aveugles. Le principal paradoxe tactique était que le moyen de détection le plus précis, le sonar, devenait totalement inutile au moment crucial. Son faisceau, tel le rayon d'une lampe torche dans l'obscurité, ne pouvait pas voir juste sous le navire. Pour larguer ses grenades sous-marines, le destroyer devait passer exactement au-dessus du sous-marin. Et dans ses derniers mètres décisifs, il perdait le contact. Il attaquait un souvenir. Un fantôme. La probabilité de toucher, moins de 7%. Sur 100 attaques, 93 ne donnaient rien. Un vide assourdissant. 93 fois, les équipages déchiraient en vain l'océan avec des tonnes d'explosifs, pour ensuite entendre à la radio un nouveau signal de détresse. Pour les sous-mariniers allemands, les as de l'amiral Dönitz, c'était la période heureuse. Ils étaient les maîtres de l'Atlantique. Ils surnommaient les destroyers les tambours de fer blanc, bruyants, maladroits et prévisibles. Les meutes de loups opéraient avec une précision chirurgicale. La nuit, ils faisaient surface au milieu du convoi et, comme des loups dans une bergerie, choisissaient leurs victimes. Rien qu'en 1942, ils envoyèrent par le fond plus de 1100 navires. 6 millions de tonnes de fret, de matériel et de vies humaines. Chaque nuit, pour les marins des convois, était une loterie macabre. Ils voyaient une lueur à l'horizon, entendaient une détonation et priaient pour que ce ne soit pas leur navire. Ils regardaient leurs escortes, leurs attaques désespérées, furieuses, mais presque inutiles, et comprenaient qu'ils étaient seuls dans les ténèbres glaciales. Leurs protecteurs étaient armés d'espoir et de tonnes d'acier qui, presque toujours, manquaient leur cible. Dans cette guerre, le fracas des grenades sous-marines n'était pas le son de la vengeance, c'était le son du désespoir. La victoire ne naît pas sur les ponts dans le fracas des batailles,
Elle naît dans le silence, dans des bureaux enfumés où le désespoir pousse des génies à briser toutes les règles connues. Londres, 1941. Au cœur de la direction du développement des armes diverses, une poignée d'ingénieurs, que les officiers de marine appelaient avec mépris les savants fous, s'attaquaient à un problème insoluble, un problème qui coûtait des centaines de vies chaque semaine. Encore et encore, ils dessinaient le même schéma au tableau, un destroyer passant au-dessus d'un sous-marin. Et chaque fois, ils se heurtaient à la maudite géométrie de la guerre. Pour tuer, il faut voir. Mais plus on se rapproche de la cible, plus on est aveugle. Le sonar, les oreilles du navire, devenaient sourds au dernier moment. C'était l'axiome de la défaite. Et c'est alors que, dans un nuage de fumée de tabac, une pensée hérétique a fusé. Et si on arrêtait de courir après sa queue? Et si on frappait l'ennemi de front? Et si on tirait non pas vers l'arrière, mais vers l'avant? Un nouveau schéma apparut au tableau. Une structure étrange, presque absurde, ressemblant à un orgue d'église à plusieurs tuyaux, 24 courtes tiges pointées vers le ciel. Ce n'était pas une évolution de la grenade sous-marine, c'était une révolution née du désespoir. Le principe du mortier à Spigot. Le projectile n'était pas poussé depuis l'intérieur du canon, mais enfilé par-dessus comme un gant sur un doigt. Un mécanisme simple, voire rudimentaire, qui permettait de tirer une volée de petites bombes droit devant le navire. Cela résolvait le premier problème, l'aveuglement. Le destroyer pouvait désormais attaquer sans perdre le contact. Il pouvait regarder sa victime dans les yeux jusqu'au tout dernier instant. Mais la deuxième idée était encore plus folle. Les ingénieurs proposèrent de renoncer aux détonateurs hydrostatiques qui se déclenchaient à une profondeur prédéfinie, pour les remplacer par des détonateurs à contact. Autrement dit, la bombe n'exploserait que si elle heurtait la coque du sous-marin. Fini les suppositions sur la profondeur d'immersion. Fini les attaques de zone. La frappe devait devenir chirurgicale. Lorsque le projet fut présenté à l'amirauté, le silence se fit dans la salle. Les amiraux, dont la pensée avait été forgée par le tonnerre des salves de canon, ne pouvaient pas comprendre. « Que voulez-vous dire par « il n'y aura pas d'explosion si nous manquons la cible » demanda l'un d'eux. Pour eux, le fracas des grenades sous-marines était une arme psychologique. Il secouait l'ennemi, le démoralisait, même s'il ne le tuait pas. Le bruit était la preuve du combat, la preuve de la fureur. Et les ingénieurs proposaient le silence. Un silence déconcertant, mortel en cas d'échec. Et une seule explosion, brève et dévastatrice, en cas de succès. Cela brisait la philosophie même de la guerre navale. C'était un attentat contre ses rituels sacrés. Au même moment, au quartier général du commandant de la flotte sous-marine allemande, l'amiral Dönitz, la confiance régnait. Les analystes étudiaient les rapports. Les Alliés sont en panique. Ils construisent plus de navires, mais leur tactique reste primitive. Ils essaient toujours de saturer l'océan d'explosifs en espérant un miracle. Ils n'ont aucune avancée technologique. Le temps joue en faveur des meutes de loups. Ils ignoraient que dans le Londres brumeux, sur un tableau noir poussiéreux, la percée avait déjà eu lieu. Les plans nés de la brume prenaient forme. Cette arme étrange et silencieuse, née non pas de la force mais de la faiblesse, était la réponse que personne n'attendait. Elle n'avait pas encore reçu son nom, le hérisson. Et elle s'apprêtait à changer les règles du jeu pour toujours. Les anciennes méthodes menaient les Alliés à la défaite. Et seule la folie pouvait leur montrer le chemin de la victoire. 1er novembre 1943. Le destroyer Bory de la marine américaine fend les vagues glaciales de l'Atlantique. Sur sa proue, telle une plante exotique, est figé un nouveau dispositif, le hérisson. Les marins l'observent avec une méfiance à peine dissimulée. Ils sont habitués au rugissement et à la fureur. Habitués à ce que la guerre ébranle les fondements du monde. Mais cette chose, elle ne rugissait pas, elle sifflait. Les équipages, reformés sur le nouveau système, étaient sceptiques. Les instructeurs à Key West leur parlaient sans cesse de précision, de chasse intellectuelle. Mais dans l'Atlantique, en pleine tempête, quand des tonnes d'eau s'abattent sur le pont et que l'ennemi peut être n'importe où, on voulait quelque chose de simple et de compréhensible, un gros boom. Le hérisson n'en produisait pas, il était trop silencieux, trop intelligent.
Sur la passerelle du Bowery, le commandant Charles Hutchins scrute l'horizon. Il est l'un des rares à croire en cette nouvelle technologie, mais il sait aussi qu'il doit prouver son efficacité à son équipage. Et voilà, le moment est venu. L'opérateur sonar rapporte clairement, sans l'ombre d'un doute, contact, sous-marin U-405, distance 250 yards. Le navire se met en route d'attaque. La tension s'installe dans la timonerie. Ce n'est pas la précipitation fiévreuse d'une attaque aux grenades sous-marines, c'est l'approche lente et calculée d'un chirurgien vers sa cible. Hutchins donne des ordres à voix basse, faisant pivoter tout le navire pour pointer l'arme. Finalement, il prononce « Feu ». Pas de fracas assourdissant, juste un sifflement bref et mauvais, comme si un serpent géant avait expiré. 24 petites bombes s'élèvent dans le ciel gris, décrivant une arche élégante et pénètrent dans l'eau avec des éclaboussures à peine audibles. Et puis, le silence. 1 seconde. 5, 10, rien. L'opérateur sonar écoute attentivement dans ses écouteurs. Son visage se pétrifie. « Rien, mon commandant. Il est toujours là. Nous avons manqué. » Dans la timonerie, quelqu'un marmonne à voix basse mais distinctement « Je le savais, ce truc est inutile. » Hutchins sent une vague de déception et de scepticisme déferler sur son équipage. Il le regardait avec un reproche muet. Toute cette tactique dernier cri, tous ces plans et ces calculs, tout ça pour rien. Rendez-nous nos bonnes vieilles barriques. Leur vacarme, au moins, effrayait les Fritz. Mais ça, ce n'est même pas drôle. Profondément sous l'eau, dans la coque de l'U-405, l'oberlieutenant Hermann Korrens entend aussi ce silence. Son opérateur sonar a signalé d'étranges éclaboussures, comme si le destroyer avait jeté des ordures par-dessus bord. Korrens est certain, ils l'ont de nouveau perdu de vue. Maintenant, pendant que les Américains virent de bord pour une autre attaque stupide aux grenades sous-marines, il a de précieuses minutes. Il se prépare à contre-attaquer. C'est ainsi qu'est né le surnom. Les marins baptisèrent le hérisson, espère et prie, parce qu'après sa salve sifflante, il ne restait rien d'autre que l'espoir de toucher la cible et la prière pour que l'ennemi ne frappe pas le premier. L'absence d'explosion n'était pas seulement le signe d'un échec. C'était un coup psychologique porté au sien. Elle semait le doute, la rage, un sentiment d'impuissance. L'arme, destinée à devenir une révolution, semblait au début n'être qu'une misérable crécelle édentée. Et chaque échec silencieux ne faisait que renforcer les sous-mariniers allemands dans leur certitude. Les maîtres de l'Atlantique, c'étaient toujours eux. Novembre 1942. Mer Méditerranée. Une nuit froide et sans lune. La corvette britannique Lotus est engagée depuis plusieurs heures dans un jeu du chat et de la souris éreintant avec un sous-marin allemand. Encore et encore, le commandant, le lieutenant-commandé Henri Jacob, amène son petit navire en position d'attaque avec le hérisson. Et encore, le silence après la salve. L'équipage est à bout. La peinture sur les cloisons de la timonerie s'est craquelée sous l'effet de la tension. Chaque échec est une chance de plus pour l'ennemi de s'échapper ou de riposter. Jacob regarde les visages de ses hommes. Il voit dans leurs yeux la fatigue et l'incrédulité. Lui-même est à la limite. Les vieilles méthodes, les bonnes vieilles grenades sous-marines semblent maintenant une solution si simple et si claire. Larguer, assourdir, rendre l'ennemi nerveux. Mais un ordre est un ordre. L'amirauté exigeait d'utiliser la nouvelle arme, de collecter des statistiques. Encore une passe, la voix de Jacob est sourde. Opérateur sonar, donnez-moi un relèvement précis. Le Lotus vire lentement. Les hélices tournent à peine pour ne pas effrayer la cible. Enfin, le navire se stabilise sur son cap. De nouveau l'ordre. De nouveau, le bref sifflement des 24 mortiers éjectant leur charge mortelle. Les projectiles s'enfoncent dans l'obscurité. Et de nouveau, le silence s'installe. Épais, visqueux comme de la poix. Les marins sur la passerelle ne se regardent pas. Tous les regards sont rivés sur l'opérateur sonar qui, les écouteurs pressés contre ses oreilles, s'est transformé en sismographe vivant. 5 secondes. 10. Une éternité semble s'être écoulée. C'est un nouvel échec. Le commandant s'apprête à donner l'ordre de recharger quand soudain,
15 secondes après la salve, le silence est rompu par un choc sous-marin sourd et dévastateur. Il ne ressemble pas au grondement retentissant d'une grenade sous-marine. C'est une secousse brève, d'une force monstrueuse, comme si un poing de géant avait frappé le fond de l'océan. La coque du Lotus vibre comme une corde. Les verres dans le carré des officiers tombent des étagères. Un des marins sur le pont pousse un cri de surprise. L'opérateur sonar arrache ses écouteurs. Ses yeux sont grands ouverts. Il crie et sa voix est un mélange de choc et d'exaltation. Touché, il y a une explosion. Le contact est en morceaux. J'entends la coque qui se déchire. Sur la passerelle, un silence stupéfait s'installe pendant une seconde. Une seule explosion? Et c'est tout? Il est coulé? Impossible. Les marins, habitués aux symphonies de feu de la guerre, n'arrivent pas à croire que le combat puisse se terminer de manière si prosaïque, si silencieusement. Mais les preuves étaient irréfutables. Le sonar ne captait plus rien, sinon l'écho mourant de l'agonie du métal. Le sous-marin U-224, qui était une menace mortelle un instant auparavant, avait cessé d'exister. On l'avait tout simplement éteint. À cet instant, l'équipage du Lotus et bientôt toute la flotte commença à comprendre la nature véritable et révolutionnaire de la nouvelle arme. Le silence n'était pas le signe de l'échec. Le silence était la norme. Mais l'explosion signifiait un coup au but à 100%, une mort garantie. Plus de doute, plus de nappes de pétrole qui pouvaient être un leurre, plus de débris lâchés pour tromper l'ennemi. Si le hérisson parlait, c'est que l'ennemi était mort. Pendant ce temps, au quartier général de l'amiral Dönitz, on analysait les pertes. L'U-224 détruit dans des circonstances étranges. Dernier message, attaqué. Aucune donnée sur une série d'explosions de grenades sous-marines à laquelle tout le monde était habitué. Quelque chose de nouveau. Quelque chose d'incompréhensible, quelque chose de silencieux et de mortel était apparu dans l'arsenal des Alliés. Et cette unique explosion sourde, au milieu d'un silence de mort, fut le premier glas sonnant la fin du bon temps pour les sous-mariniers allemands. L'explosion qui a détruit l'U-224 n'était pas seulement un tir réussi. C'était une révélation. Les commandants des groupes d'escorte commencèrent à comprendre. On ne leur avait pas donné une massue, mais un scalpel. Le hérisson n'était pas une arme de force brute, conçue pour labourer des hectares d'océan. Il exigeait une approche différente, une autre façon de penser. Il exigeait de devenir un prédateur, et non plus un simple chien de garde. L'art de cette nouvelle chasse fut porté à la perfection par un homme, le capitaine Frederick John Walker, une légende de la guerre anti-sous-marine, commandant du 2e groupe d'escorte. Son visage, buriné par les tempêtes de l'Atlantique, semblait taillé dans le granit. Mais derrière cette apparence austère se cachait un esprit tactique froid, calculateur et génial. Walker comprit l'essentiel. La force du hérisson résidait dans sa soudaineté. Et la soudaineté exige le silence. C'est ainsi que naquit la tactique de l'attaque rampante. Ce n'était plus un duel, mais une exécution. Imaginez la passerelle du navire amiral de Walker, le sloop Starling, en 1943. L'opérateur sonar signale un contact. Mais Walker ne se précipite pas à l'attaque. Il n'augmente pas la vitesse, se trahissant par le bruit de ses hélices. Au lieu de cela, il transmet les coordonnées exactes de la cible à un autre navire de son groupe, le destroyer Wild Goose. À bord du Wild Goose commence un balai mortel. Le commandant donne ses ordres presque en chuchotant. La salle des machines reçoit l'ordre vitesse minimale. Le navire se met à avancer à peine plus vite qu'un piéton, glissant presque sans bruit sur les vagues. Dans sa timonerie, la tension est à couper au couteau. Ici, pas de cri de « en avant », seulement des phrases basses et saccadées, relèvement, distance, profondeur. L'opérateur sonar est devenu les yeux et les oreilles du commandant. Sa voix, amplifiée par l'interphone, est le seul son qui compte. Il guide l'énorme navire d'acier à travers la masse de l'eau comme un guide mène un aveugle. Sur le navire amiral, Walker observe la manœuvre. Il est le chef de cet orchestre mortel. Il tient le sous-marin en laisse, avec son sonar puissant, sans le laisser s'échapper, mais sans l'effrayer non plus par des actions agressives. Il attend, simplement.
et profondément sous l'eau, dans le ventre d'acier du sous-marin allemand, règne un calme trompeur. L'équipage entend le ping lointain et indistinct du sonar. Ils savent que l'escorte est quelque part, mais elle est loin. Elle les a perdus. On peut souffler un peu. On peut boire une tasse de café chaud. Le commandant est certain, encore quelques minutes, et ils les auront semés pour de bon. Il ignore qu'un tueur s'approche de lui, presque sans faire de bruit. Sur la passerelle du Wild Goose, le commandant lève la main. Feu. Un bref sifflement. Et de nouveau, le silence. Mais cette fois, ce n'est pas le silence du doute. C'est le silence de l'attente du verdict. Pour l'équipage du sous-marin allemand, le premier son du danger n'est même pas un son. C'est un tapotement étrange, à peine perceptible, sur la coque, comme si quelqu'un avait jeté une poignée de gravier, comme s'il se mettait à pleuvoir, sous l'eau. Ce sont les 24 projectiles du hérisson qui pénètrent dans l'eau juste au-dessus d'eux, et une seconde plus tard, un éclair aveuglant, un choc monstrueux et les ténèbres. Ils n'ont jamais su ce qui les avait tués. Le capitaine Walker abaisse ses jumelles. Sur son visage, pas l'ombre d'un triomphe. Seulement la satisfaction du travail bien fait. « Silence », disait-il à ses officiers. « Pas de bruit superflu. Nous l'approchons comme le loup approche la brebis. » Cette tactique a transformé son deuxième groupe d'escorte en l'équipe de tueurs de sous-marins la plus efficace de toute la guerre. Ils n'étaient plus les protecteurs des convois, ils étaient devenus des chasseurs. Le hérisson et la tactique de Walker ont changé la psychologie de la guerre. Ils ont appris aux marins à tuer en silence, avec calcul et sans pitié. Et pour les meutes de loups de l'amiral Dönitz, l'Atlantique se transformait rapidement de terrain de chasse en un immense cimetière sous-marin. La nouvelle arme avait donné un scalpel aux chasseurs. Mais même le scalpel le plus aiguisé dans les mains d'un chirurgien ne fait parfois que blesser la bête, la rendant doublement plus dangereuse. Les équipages des destroyers comprirent rapidement le défaut principal et fatal du hérisson, son principe du tout ou rien. Une grenade sous-marine, même en explosant à des dizaines de mètres de la cible, infligeait des dégâts. Son onde de choc était comme le coup d'un marteau de géant. Elle arrachait les rivets, brisait les instruments, mettait hors service les barres de plongée, éteignait les lumières. Elle démoralisait l'équipage, transformant le cigare d'acier du sous-marin en un piège tonitruant et qui fuyait de partout. Un tir presque au but avec une grenade sous-marine restait un coup porté. Un tir presque au but avec le hérisson n'était rien. Un vide absolu, humiliant. 24 projectiles coulaient simplement dans l'océan. Le sous-marin n'avait pas la moindre égratignure. Le prix de l'erreur devint parfaitement clair le 1er novembre 1943, lors de ce fameux combat où le destroyer Bory utilisa pour la première fois son hérisson contre l'U-405. Après la première salve ratée, le commandant Charles Hutchins comprit qu'il n'aurait peut-être pas de seconde chance. Il ramena de nouveau le navire en position. Nouvel ordre, nouveau sifflement. Cette fois, le silence fut rompu par une explosion sourde. Une. Peut-être deux. Des cris de joie retentirent sur la passerelle. Touché, mais l'U-405 ne se disloqua pas. Le hérisson lui avait infligé une blessure terrible, mais ne l'avait pas tué. Les projectiles avaient percé la coque épaisse. L'eau s'engouffra dans les compartiments. L'oberlieutenant Zursee Korrens donna le seul ordre possible. Chassez dans toutes les caisses, faites surface, en surface. Pour l'équipage du Bory, ce qui suivit fut un choc. Des profondeurs, telle une baleine monstrueuse crachant des torrents d'air comprimé et d'eau, leur victime fit irruption à la surface. La bête blessée refusait de mourir dans les ténèbres. Elle jaillit à la lumière pour livrer son dernier combat. Ce fut la folie. Les deux navires, séparés par à peine une centaine de mètres d'eau bouillonnante, déchaînèrent l'un sur l'autre un feu d'enfer avec tout ce qui pouvait tirer. Canons, mitrailleuses, fusils. Ce n'était plus une guerre technologique moderne. C'était un combat primitif, acharné, digne d'un abordage de pirates. Les sous-mariniers allemands, sortis sur le pont, arrosaient le destroyer de plomb. Les marins américains leur rendèrent l'appareil. Hutchins comprenait que le sous-marin, même endommagé, pouvait encore s'échapper, disparaître dans la nuit. Et il prit une décision désespérée. « Éprenez-le !» Le Bory, à pleine vitesse, percuta la coque du sous-marin.
Un grincement horrible de métal déchiré retentit. Les navires s'agrippèrent l'un à l'autre dans une étreinte mortelle. L'espace d'un instant, ils ne firent plus qu'un monument à leur haine mutuelle. Les marins sautèrent d'un bord à l'autre, engageant des combats au corps à corps. Couteaux, clés à molette, casques, tout y passait. Le Hérisson avait commencé ce combat, mais il n'avait pas pu le finir proprement. Sa précision chirurgicale s'était transformée en un carnage sanglant. Il avait porté un coup qui aurait dû être fatal, mais qui ne fut que le prélude à la plus féroce des agonies. Finalement, les deux navires sombrèrent. Le Bory, mortellement blessé par l'éperonage, fut abandonné par son équipage. L'U-405 coula presque aussitôt. Les Alliés avaient gagné, mais le prix de cette victoire s'avéra extrêmement élevé, la perte de leur propre navire. Ce combat fut une leçon cruelle. Le Hérisson était une arme de triomphe absolu ou d'échec total. Il ne pardonnait aucune erreur et ne laissait aucune place à la demi-mesure. Il pouvait apporter une victoire nette et silencieuse. Ou bien, à la moindre erreur de calcul, il pouvait déchaîner un massacre sans règle, d'où même les vainqueurs risquaient de ne pas revenir. Chaque commandant qui donnait l'ordre « feu » savait désormais qu'il misait tout, sans la moindre réserve. Le nouveau scalpel de la guerre, affûté dans l'Atlantique, se heurta à un ennemi que les ingénieurs, dans leurs confortables bureaux londoniens, n'avaient pu prévoir. Cet ennemi était l'Arctique lui-même, un élément impitoyable, glacial, qui menait sa propre guerre, sans se soucier des drapeaux ni des ordres. Hiver 1943. La route des convois arctiques vers Mourmansk. Pour les marins, c'était un voyage en enfer. Température de l'air, moins 20 degrés. Température de l'eau, proche de zéro. Le vent, hurlant à 100 km à l'heure, soulevait des vagues hautes comme un immeuble de 3 étages. Mais le principal ennemi n'était pas la tempête, c'était la glace. Les embruns, en touchant le métal, gelaient instantanément. Les navires en route vers l'Union soviétique se transformaient sous leurs yeux en sculptures de glace. Antennes, filières, canons, tout se couvrait d'une épaisse et lourde carapace. Et le Hérisson, installé à l'endroit le plus exposé, sur le pont avant, était celui qui souffrait le plus. Imaginez un matelot de quart sur le destroyer Météore. Il s'appelle John. Il a 19 ans. Il vient de Liverpool. En ce moment, il se tient sur le pont verglacé et son monde s'est rétréci à deux choses, le rugissement de la tempête et la lutte pour sa vie. Une vague grise gigantesque déferle avec fracas sur la proue du navire. L'eau est glaciale, comme de l'azote liquide. Elle le fauche, tente de l'emporter par-dessus bord, dans l'abîme noir et bouillonnant. John s'agrippe à une filière gelée, et ses doigts, dans ses gants trempés, ne sentent déjà plus le métal. Sa mission, et celle d'une dizaine d'autres gars comme lui, est de déglacer le Hérisson. Leurs armes, de lourds marteaux, des pièces de biche et des haches. Ils frappent l'installation, brisant l'épaisse croûte qui a emprisonné les tiges et les projectiles. Chaque éclat de glace qui vole est un petit pas vers la survie, car tout le monde à bord sait que c'est précisément par un temps pareil que les meutes de loups aiment chasser. Pour les sous-mariniers allemands, la tempête était le meilleur des alliés. Dans le fracas des vagues, l'acoustique des Alliés devenait presque inutile. Et l'armement de pont, supposait-il à juste titre, était très probablement gelé. C'étaient les conditions idéales pour une attaque. Ils pouvaient s'approcher au plus près, sans être repérés. C'est pourquoi John et ses camarades mènent leur combat désespéré contre les éléments. Leur travail est une course contre la montre. Leurs mains sont paralysées par le froid, leur visage est devenu un masque de glace, leurs cils sont collés par le gel. Toutes les 15 ou 20 minutes, un officier les renvoie au chaud pour qu'ils ne meurent pas de froid. Mais ensuite, ils retournent sur le pont, dans cet enfer rugissant. Ils savent que si l'opérateur acoustique crie « Contact » et que le Hérisson est pris dans la glace, ils sont tous condamnés. Tout leur convoi, ces précieux transports chargés de chars, d'avions et de vivres pour le front de l'Est, se transformeront en charniers glacés. Leur seule chance de salut est cette petite installation capricieuse sur la proue, qu'il faut constamment réchauffer de leur souffle et libérer de sa prison de glace. Dans cette guerre, il n'y avait pas d'attaque héroïque ni de victoires éclatantes. L'héroïsme résidait dans un labeur monotone, éreintant et mortellement dangereux.
dans une lutte non pas contre les assaillements, mais contre la nature elle-même. Et chaque tige du hérisson, débarrassée du givre, était une victoire non moins grande qu'un sous-marin coulé. C'était la victoire de la persévérance sur le désespoir. La victoire du sang humain chaud sur le souffle glacial de l'Arctique. Une victoire n'est jamais définitive. Elle ne fait qu'ouvrir un nouveau chapitre dans la course sans fin à l'armement. À l'état-major de l'amiral Dönitz, on ne riait plus de l'arme silencieuse des Alliés. Les analystes avaient recueilli suffisamment de données pour comprendre qu'ils faisaient face à une menace systémique. Le hérisson n'était plus une expérience étrange, c'était devenu une réalité mortelle qui changeait l'équilibre des forces dans l'Atlantique. Et l'Allemagne répondit. La réponse fut asymétrique et géniale. Les ingénieurs allemands frappèrent les deux principales vulnérabilités des Alliés. Premièrement, les chasseurs devaient trouver leur proie. Mais si la proie apprenait à ne plus respirer? C'est ainsi que naquit le Schnorchel, un dispositif simple en apparence, un tube rétractable pour l'admission d'air et l'évacuation des gaz d'échappement. Mais il provoqua une révolution. Désormais, un sous-marin pouvait naviguer avec ses moteurs diesel tout en étant sous l'eau. Il n'avait plus besoin de faire surface pour recharger ses batteries, risquant d'être détecté par les radars. Il pouvait rester dans l'ombre pendant des semaines, se transformant en un fantôme presque invisible. L'océan était redevenu opaque. La chasse s'était compliquée d'un ordre de grandeur. La deuxième réponse fut encore plus meurtrière. Les ingénieurs allemands analysèrent la tactique de l'attaque à pas de loup et en comprirent l'essence. À faible vitesse, un destroyer était presque silencieux. Mais si on le forçait à faire du bruit, c'est ainsi que naquit la torpille acoustique à autoguidage G7e, connue sous le nom de Zaunkönig ou GNAT. Les Alliés la surnommèrent le Gnome. Cette torpille était un prédateur. Elle avait des oreilles. Elle ne suivait pas une trajectoire rectiligne. Elle écoutait, et elle se dirigeait vers le son le plus fort, le bruit des hélices du destroyer en attaque. La bataille de l'Atlantique se transforma en une partie d'échecs mortels. Une guerre des esprits, 1944. La passerelle du destroyer d'escorte Atherstone. Le commandant, le lieutenant David Jenkins, mène son navire au sein d'un groupe de chasse. Ils poursuivent un contact depuis plusieurs heures. C'est un nouveau sous-marin allemand insaisissable de type ZIIC, équipé d'un Schnorchel. Il est à peine visible sur le sonar. Il est lent, silencieux, comme un poisson. Finalement, Jenkins pense l'avoir acculé. Il donne l'ordre de se rapprocher pour une attaque au hérisson. Et à cet instant, l'opérateur acoustique hurle dans l'interphone. Sa voix est brisée par la tension. « Bruit étrange, monsieur. Haute fréquence. On dirait une torpille. Elle fonce droit sur nous. » Le chasseur est devenu la proie. Jenkins réagit instantanément. « À tribord toutes. Vitesse maximale. Déployez le générateur de bruit. » À l'arrière du navire, un Foxer est jeté à l'eau. Un dispositif spécial qui, une fois remorqué, crée un bruit plusieurs fois supérieur à celui des hélices. C'est un leurre, une fausse cible pour la torpille prédatrice. Le destroyer entame un virage désespéré. Dans la passerelle, tous retiennent leur souffle, à l'écoute. Vont-ils s'en sortir? Ou une explosion va-t-elle retentir, déchirant leur navire en deux? Quelques secondes plus tard, une détonation sourde se fait entendre, loin derrière la poupe. Le Foxer a fonctionné. La torpille l'a trouvé, lui, et non pas eux. Jenkins éponge la sueur de son front. Ils ont survécu. Mais il comprend que les règles du jeu ont encore changé. Désormais, chaque attaque est un risque mortel. Les ingénieurs allemands leur ont lancé un défi. Ils ont dit « Votre hérisson frappe une cible quasi immobile, mais notre torpille trouvera d'elle-même votre bruyant destroyer. Voyons voir qui surpassera l'autre en astuce. » L'avantage conféré par le hérisson n'était plus absolu. Il était devenu temporaire. Chaque camp apprenait de nouvelles techniques, de nouvelles ruses. Les Alliés développaient des sonars plus perfectionnés pour entendre les sous-marins silencieux équipés de Schnorchels. Les Allemands amélioraient leurs torpilles pour qu'elles puissent distinguer le bruit d'un navire de celui d'un leur. C'était une guerre d'ingénieurs, de tacticiens et d'acousticiens.
Une guerre où la victoire n'appartenait pas au plus fort, mais au plus rapide, au plus précis et au plus rusé. L'Atlantique s'était transformé en un gigantesque échiquier où le prix d'une erreur dans ce duel intellectuel était une mort instantanée et brutale. La technologie, née du désespoir dans un Londres brumeux, a trouvé sa véritable puissance de l'autre côté de l'océan, dans le vacarme des chantiers navals américains. Si la Grande-Bretagne a donné au hérisson son âme, une idée de génie, l'Amérique lui a donné son corps, un corps immense, indestructible, en acier. Après l'attaque de Pearl Harbor, le géant endormi de l'industrie américaine s'est réveillé. Et il s'est réveillé en fureur. Le président Roosevelt a exigé un miracle de la nation, transformer le pays en arsenal de la démocratie. Et le miracle a eu lieu. Les chantiers navals, qui hier encore construisaient des navires civils, sont passés à une production militaire. Des villes entières ont surgi autour de nouvelles usines. La fumée de milliers de cheminées a obscurci le soleil. L'Amérique a commencé à forger la victoire. Les plans du hérisson, transmis dans le cadre du programme Pré-bail, sont tombés sur un terrain fertile. Les Américains n'ont rien inventé. Ils ont pris le concept britannique et ont fait ce qu'ils savaient faire de mieux. Ils l'ont mis sur la chaîne de montage. Imaginez le chantier naval de la Consolidated Steel Corporation en Californie. Année 1943. Ici, on ne construit pas les navires. On les assemble, comme des voitures dans une usine Ford. Des dizaines de coques de destroyers d'escorte se trouvent dans les cales, à différents stades d'achèvement. Le bruit est inimaginable. Le crissement du métal, le vrombissement des marteaux pneumatiques, les cris des contremaîtres. Des milliers d'ouvriers, hommes et femmes, travaillent en 3-8, 24 heures sur 24. Et au-dessus de tout cela, tels de gigantesques oiseaux de proie, les grues portuaires glissent dans les airs. L'une d'elles soulève délicatement une structure familière, un lanceur hérisson, fraîchement sorti de la chaîne de production. Elle le transporte vers la coque presque achevée d'un destroyer portant le numéro de coque de 501 et le dépose avec précaution à son emplacement préparé sur le pont avant. Les soudeurs l'entourent aussitôt et une gerbe d'étincelles soude la nouvelle arme au navire. Et à côté, le suivant attend déjà son tour. Et le suivant. Ce n'étaient plus des expériences isolées. C'était un flux ininterrompu, la chaîne de montage de la victoire. Entre 1942 et 1945, l'industrie américaine a produit environ 3300 lanceurs hérissons. Des millions de projectiles pour les accompagner. Mais plus important encore, elle a mis à l'eau des centaines de navires capables de porter cette arme. Les destroyers d'escorte des classes Edsall, Captain, les frégates de la classe River, ils sortaient des cales à une vitesse incroyable. Parfois, moins d'un mois s'écoulait entre la pose de la quille et le lancement. Pour l'amiral Dönitz, c'était un cauchemar devenu réalité. Ces as sous-mariniers pouvaient couler un destroyer. Ils pouvaient en couler 5, mais ils ne pouvaient pas couler les chantiers navals américains. Dans ses mémoires, il écrivit avec amertume « Leur nombre augmente de façon exponentielle. Malgré nos succès, nous les coulons moins vite qu'ils ne les construisent. Le temps commence à jouer contre nous. » Le commandement américain, d'abord sceptique face aux jouets britanniques, en avait désormais fait son principal atout. Un ordre de l'amiral King, commandant en chef de la marine américaine, le stipulait clairement. Chaque destroyer, chaque frégate engagée dans la protection des convois doit recevoir son hérisson. Le poing d'acier de l'Amérique se refermait. L'idée subtile et intellectuelle des ingénieurs britanniques, multipliée par la puissance illimitée de l'industrie américaine, s'était transformée en une force inéluctable. Des centaines de navires de chasse se préparaient à prendre la mer. Ils portaient sur leurs proues l'arme qui devait transformer l'Atlantique en un piège gigantesque et mortel pour les sous-marins allemands. La course des esprits se poursuivait, mais désormais, les Alliés disposaient d'un nouvel argument écrasant. Un flot inépuisable d'acier. L'histoire du hérisson n'est pas un récit de ferraille. C'est une parabole sur la façon dont le calcul froid a vaincu la bravoure désespérée et comment le silence est devenu plus terrifiant que la plus assourdissante des explosions. Elle raconte comment le génie, né de l'impuissance, a créé non seulement une arme, mais une nouvelle philosophie de la guerre, où la victoire n'appartient pas à celui qui crie le plus fort, mais à celui qui pense avec le plus de précision.
Mais qu'advient-il de l'esprit du guerrier lorsque son courage et son expérience se révèlent impuissants face aux mathématiques sans âme de l'ennemi? Et n'est-ce pas là la principale leçon de cette histoire, que l'arme la plus parfaite n'est pas celle qui brise l'acier, mais celle qui brise la volonté? Ce silence, engendré par le hérisson, résonne encore dans les couloirs de l'histoire militaire, posant des questions qui dérangent. Partagez vos réflexions à ce sujet dans les commentaires. Si, comme nous, vous êtes sensible à ces récits où derrière la technologie se dessine le drame de l'esprit humain, abonnez-vous à la chaîne et soutenez cette vidéo avec un like. Cela nous aide à poursuivre notre dialogue avec le passé.